Donc il y a deux jeunes qui sont avec nous, pas tout à fait le même, je vous les mets tous les deux en fait, 19 et 28 ans, vous êtes quand même très jeunes. Et on va commencer par Iyad Al-Gadaye. Il est président de Era of Africa. C'est un Tchadien qui est né en Égypte, qui a été formé au Tchad, en Libye, en Égypte, puis en France, et qui se retrouve aujourd'hui juriste spécialisé en droit international africain, et notamment dans le financement de projets de secteur énergie. Alors, quel est l'objectif de votre association, Era of Africa, et comment fonctionne-t-elle ? Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout d'abord, je tiens à remercier le président Jean-Louis Bal pour cette invitation et cette opportunité unique de pouvoir s'exprimer sur un sujet aussi important. Donc, The Era of Africa est une association qui est le fruit d'un constat qui est qu'il y a beaucoup d'événements qui sont organisés par des associations étudiantes sur la transition écologique notamment et plein de problématiques qui concernent l'Afrique. D'où l'idée de créer une association qui va justement faire des projets concrets et qui ne se limitera pas à la mise en place de conférences. Donc c'est ainsi que notre association a vu le jour le 18 août 2016. Donc nous avons suivi les recommandations de la Banque africaine de développement qui préconise donc d'agir dans 4 domaines, à savoir l'agriculture, l'énergie, l'éducation, les nouvelles technologies. Et du coup, nous avons choisi d'axer le premier projet sur le domaine de l'énergie. Nous avons principalement donc 3 modes d'action, donc la conception et la réalisation de projets, l'accompagnement à la réalisation de projets portés par des associations locales en Afrique, et ensuite la sensibilisation qui passe essentiellement par la rédaction d'articles, la rédaction de rapports, l'organisation de conférences et de tables rondes. Ça, c'est pour ce qui est du fonctionnement de l'association. Donc, pour ce qui est de notre projet actuel, nous avons un projet qui s'appelle Light Up Burkina. Donc, comme son nom l'indique, le projet aura lieu au Burkina Faso. Donc, l'idée est partie d'un chiffre clé, 3%. Donc, 3%, c'est le taux d'électrification rurale au Burkina Faso, selon la Société nationale d'électricité du Burkina, qui indique également que le taux d'électrification national est à 20%. Pour 2020, la même société indique que le mix énergétique sera avec beaucoup plus d'énergie renouvelable, donc à hauteur de 30%, c'est l'objectif qui est avancé par cette société, sachant que le mix énergétique reste encore dominé par du thermique et du diesel. Et ils ambitionnent aussi pour la fin 2020 d'atteindre un taux de 45% d'accès à l'électricité. Concrètement, notre projet, c'est l'équipement de 100 femmes commerçantes avec des lampes solaires, moyennant une somme symbolique, dans un village bien précis au Burkina Faso. Le village bénéficiera de 10 lampes gratuitement pour son école et pour son centre de soins. Dans un second temps, un autre village sera équipé par 10 lampes pour son école et 10 lampes aussi pour son centre de soins. Et dans un dernier temps, les sommes et les contributions des femmes permettront de rénover le centre de soins d'un autre village. Donc pour faire un cercle vertueux et faire en sorte que le projet ait un sens même pour les bénéficiaires. Les bénéfices de ce projet, principalement, c'est la réduction d'émissions de CO2. Il faut savoir que nous remplaçons des lampes solaires par des lampes à pétrole. Donc les lampes à pétrole rejettent approximativement 74 millions de tonnes de CO2 par année. C'est donc un chiffre qui est donné par Consoglobe. Et nous comptons aussi également former avec notre partenaire local Nafanana, qui va s'occuper d'une formation sur la précarité énergétique et ses conséquences en présentant pas mal de solutions. Donc notre projet sera mis en œuvre entre le 30 mars 2020 et le 4 avril, donc c'est très imminent. Donc voici pour le fonctionnement de l'association et son projet actuellement. Qu'est-ce qui coince et comment aller plus loin, comment aller plus vite, faire des projets un petit peu plus gros? Effectivement, donc nous avons rencontré principalement 4 difficultés. Donc la première a été la prospection. La prospection nous a permis de confronter l'idée initiale que nous avons du projet à la réalité du terrain. Ça nous a permis de faire des réajustements parce que justement pour que l'association locale avec laquelle on travaille, à savoir Play and Give, puisse faire la prospection, il a fallu aussi l'aide des autorités locales,
qu'il s'agisse de la mairie, qu'il s'agisse également des chefferies coutumières. Donc c'était un processus long, mais qui nous a permis de faire pas mal de réajustements. Donc le premier problème, ça a été la prospection. Le deuxième problème, qui est le problème principal et qui est un peu sur le long terme, c'est le financement. Mais grâce à l'aide du fonds de dotation à Synergie Solaire, qui est le fonds de dotation de la filière énergie renouvelable, nous avons pu financer une grosse partie du projet. Je tiens d'ailleurs à remercier la présidente du fonds, Madame Hélène Demag, qui est ici présente, ainsi que les deux entreprises qui ont parrainé notre projet, à savoir JP Énergie Environnement et le groupe PPCE Energico. Pour ce qui est du reste du montant, nous avons donc du coup pas mal d'événements qu'on met en place pour essayer de financer le montant qui reste, qui est environ de 40%. Et il faut savoir aussi que pour le fonds de roulement d'une association, avant de pouvoir soumettre des dossiers pour des subventions, il faut au moins 2 ans d'existence. Ce qui a été un peu une problématique, sachant que l'association a bientôt presque 4 ans, donc ça nous a un peu freiné. Mais c'est une problématique assez courante, mais grâce aux aides de partenaires, nous arrivons progressivement à réduire ce problème-là. Pour ce qui est de la troisième difficulté, c'est la difficulté qui concerne le temps. Donc, comme vous l'avez signalé, on est jeunes et des fois on est très impatients. Et pour la mise en œuvre de ce type de projet, il faut être patient, c'est une qualité incontournable. Et savoir que ce genre de projet doit être mis sur le long terme pour une mise en œuvre efficace. Pour ce qui est du quatrième problème, ça a été le suivi. Donc on a eu pas mal de discussions avec notre partenaire local, Playing Give, justement sur la fréquence du suivi. Donc grâce à un atelier de formation dispensé par Synergie Solaire, encore une fois, nous avons pu trouver quelques solutions, mais comme le projet s'inscrit dans un long terme, ça a été quand même une problématique majeure pour nous. Pour ce qui est des défis, donc ce qui caractérise notre association, c'est que nous ambitionnons de toucher un peu toute l'Afrique. Donc pour ce faire, on s'est imposé une règle de rotation obligatoire qui veut qu'une fois qu'un projet soit implémenté dans une région d'Afrique, le prochain projet doit absolument avoir lieu dans les autres régions. Donc après ce projet-là, le projet qu'on aura à mettre en œuvre ne sera pas en Afrique de l'Ouest, et nous choisirons et sélectionnerons ce projet-là à partir de mi-avril. Ensuite, pour ce qui est du suivi, ça nous impliquera une gestion particulière. Nous avons un contrat d'1 an renouvelable avec notre association locale qui, sur des fréquences assez régulières, vont visiter les bénéficiaires. Il y a aussi la problématique du recyclage des lampes, des batteries. Donc nous discutons de tous ces détails avec nos partenaires. Il y a également le rapport final que nous allons rédiger qui va permettre aussi aux décideurs locaux de bénéficier de certains nombres d'informations, mais aussi qu'on transmettra à tout interlocuteur pertinent qui pourra en bénéficier. Enfin, nous ambitionnons aussi d'inaugurer d'ici la fin 2020 un siège, parce que l'objectif final étant de constituer un réseau en ouvrant plusieurs bureaux dans tous les pays africains si possible, pour faciliter la mise en œuvre de nos projets et les mettre en œuvre de manière efficace. Donc nous pensons que pour être un acteur pour la transition énergétique, il faut que chaque personne en tout cas contribue à son niveau. Nous essayons de le faire, donc je pense que nous pourrons tous travailler main dans la main, chacun à son échelle et avec les montants qui correspondent à sa structure. Et nous comptons justement sur vous et sur tous partenaires qui souhaiteraient aider notre association et notre démarche. Merci Abel Gadaye. Avant d'écouter le second témoignage, je voudrais quand même vous dire que Delphine Bateau, ancienne ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, députée des Deux-Sèvres, a finalement réussi à nous rejoindre. Elle vous prie de bien vouloir l'excuser de ne pas monter sur scène. Elle tenait absolument à écouter la fin des débats et surtout vos deux témoignages. Donc on va écouter maintenant le témoignage, et elle remercie bien sûr Jean-Charles Collarbois d'avoir accepté le transfert de parlementaires d'une table ronde sur l'autre. Merci. Adélie Charlier, vous êtes militante wallonne pour le climat, coordinatrice francophone du mouvement belge Youth for Climate. Alors, vision des jeunes, j'ose à peine poser la question, puisqu'on a déjà quand même quelques informations qui nous reviennent, vision des jeunes sur cette transition énergétique, et puis peut-être plus, témoignage de votre parcours personnel, de la maturation de votre motivation, comment vous en êtes arrivé là.
Donc, je vais faire un petit témoignage de comment je suis arrivée là, mais aussi comment tous les jeunes peut-être sont arrivés là. Donc moi je suis belge, comme ça vous pouvez aussi vous repérer. Je parle principalement pour le mouvement des jeunes belges. Et si vous me permettez, je vais lire mon petit texte. De tous les Gaulois, les Belges sont les plus braves. Pour la résistance contre l'inaction climatique, je crois qu'on peut le dire pour les jeunes qui sont descendus dans la rue. De janvier à mai 2019, Youth for Climate a organisé chaque semaine une marche. Cela veut dire que nos grèves scolaires ont tenu durant 20 semaines consécutives. D'abord 3 000, puis 12 000, puis 35 000 jeunes sont venus dire leur colère face à la sourdité politique. Au dernier rapport PNEC, la Belgique est un très mauvais élève, manque total d'ambition. Les faibles mesures envisagées par notre pays d'ici 2030 nous forceraient à multiplier chaque année nos efforts par 11. Très clairement, cela veut dire que le politique décide aujourd'hui de nous faire porter un sacrifice énorme. Voilà la colère des jeunes. Notre mouvement a été spontané, les réseaux sociaux ont lancé l'appel et ensuite les médias nous ont aidés à être plus visibles. La révolte des culottes courtes est restée déterminée et pacifique. No trash, no violence. Notre mouvement a encouragé les jeunes à brosser les cours, je traduis pour les Français, à sécher les cours, montrant que la désobéissance civile est une réponse nécessaire parce que l'État ne prend pas la mesure de la crise. Bien sûr, chacun peut agir à son niveau, mais la réponse face à cette crise profonde est surtout structurelle. C'est pour cette raison qu'en parallèle des marches, Youth for Climate Belgique a demandé à un panel d'experts indépendants de formuler des réponses scientifiques concrètes pour amener la Belgique sur une trajectoire zéro carbone en 2050. Ce rapport propose 27 recommandations précises et il a été remis à chacun de nos chefs de parti, présidents de parti, la veille de la triple élection en 2019, le 26 mai. Car si nous tous sommes concernés par le climat, nous n'avons pas, face à cette crise, la même responsabilité. Décideurs politiques et décideurs économiques ont une responsabilité sociale qui dépasse celle de l'individu. Pour leur rappeler cette responsabilité, j'ai embarqué en octobre dernier sur un voilier avec une trentaine de jeunes européens, direction la COP25 au Chili. La traversée de l'Atlantique était pour nous l'occasion d'attirer l'attention sur les moyens de transport qui ne sont pas dans la bonne direction. Les émissions des avions ont augmenté de 64,5% depuis 1990 et pour ce qui est des transports maritimes, de plus de 127%. Nous avons donc travaillé durant 11 semaines pour créer un réservoir de projets et de demandes concernant des transports. Ce voyage a été réel et symbolique. Passage du vieux monde au nouveau monde, celui sans aucun fossil fuel. C'est sur l'océan que nous avons appris l'annulation de la COP25 au Chili. Trop tard pour faire demi-tour. Les vents et les courants ne se domptent pas, ils s'adoptent. Nous avons continué notre route jusqu'au Brésil, passant d'un poumon, l'océan, à un autre, l'Amazonie. Au Brésil, nous avons participé au sommet climat amazonien, où chefs traditionnels, scientifiques et activistes nous ont raconté leurs histoires. David Kopenawa et Raoni ont lutté toute leur vie pour défendre leur territoire. Ils se battent sans relâche contre les coups de bois illégaux, l'agriculture et l'élevage intensif. Et leur lutte est risquée. Plus de 137 défenseurs de la forêt ont été abattus l'an dernier, en 2019. C'est une injustice qu'on ne peut pas accepter. Je vous propose aussi d'aller voir les photos de Tommaso Proti,
qui sont exposés ici à Paris et qui montrent cette injustice en photo. L'Amazonie a atteint 17% de déforestation. 20% sera le seuil où elle ne pourra plus jouer un rôle de régulateur du climat. On sait que cette forêt est un puits de carbone essentiel, mais j'ai appris que la forêt a un cycle d'évaporation appelé flying rivers, absolument indispensable pour réguler les pluies. Or, et les cartes scientifiques le montrent, la forêt est maintenue où se trouvent les autochtones. Donc le message est simple, précis. Sans protection des autochtones, pas de forêt. Sans forêt, pas de pluie. La crise climatique ne pourra pas être résolue sans justice sociale. L'impact des changements climatiques pèse d'abord et surtout sur les pays d'hémisphère sud. Et pourtant, la majorité du CO2 émis dans l'atmosphère est émis en hémisphère nord. En Amazonie, j'ai réalisé que le changement climatique, c'était demain pour moi, mais aujourd'hui pour eux. On voit donc clairement que derrière ces questions climatiques, il y a aussi des questions de justice internationale. Nous ne réussirons pas cette transition sans solidarité. Tous concernés pour le climat. Mais ce qui ne sera pas fait aujourd'hui pèsera sur notre planète. Tous responsables politiques et économiques devraient regarder les yeux d'un enfant avant de pouvoir prendre des décisions. Et garder en tête le fait qu'on n'a pas un cœur pour l'économie et un cœur pour le climat, on a du cœur ou on n'en a pas. Ma génération vous remercie du cœur que vous mettrez à développer des technologies qui tiennent compte des ressources, mais aussi des droits du vivant, tous les vivants. Merci beaucoup. Valérie Charrier, vous ne croyez pas que les politiques savent tout de même ce qu'il faut faire, mais que s'ils ne le font pas, c'est parce qu'ils sont peut-être coincés aussi dans un système. Je parle en présence de politique et une ancienne ministre. Un parlementaire juste à côté de vous, ils pourront répondre après. Je pense que le politique, je l'espère, pour la plupart ne sont pas naïfs, mais je pense que malheureusement, il manque d'audace. Il faut pouvoir être ambitieux, mais il faut avoir l'audace de prendre des décisions. Et aussi, je pense que le politique doit pouvoir voir au long terme. C'est-à-dire que, comme nos mandats sont de 4, 5, maximum 6 ans, en fonction des différents pays, le politicien ne voit pas au-delà de ses futurs 4 ans. Et pourtant, ce réchauffement climatique, si on continue comme ça, dans 10 ans, on ne pourra pas revenir en arrière. Et donc, il faut pouvoir voir au long terme. 2050, c'est demain, mais c'est pas demain. Donc, il faut pouvoir prendre des décisions aujourd'hui qui vont avoir un impact sur seulement 2050. Vous avez été inspiré beaucoup par Greta, on en a déjà parlé aujourd'hui, on en a parlé ce matin en discours d'ouverture. C'est le cas? Vous travaillez avec elle? Oui, on travaille ensemble et je pense qu'elle m'a inspirée à son discours de Davos. Elle a inspiré énormément de jeunes. Elle inspire énormément de personnes sans leur dire ce qu'il faut faire. Il faut juste remettre au centre des discussions politiques et publiques l'urgence climatique et commencer à écouter le GIEC. Vous avez une très belle phrase concernant le politique, la comparaison entre une pyramide et un cercle. Exactement. Je pense qu'aujourd'hui, dans le système dans lequel on vit, assez vite, on s'imagine que le politique en Europe, ou plutôt au niveau occidental, se voit plutôt comme une pyramide. Mais quand j'étais dans la forêt amazonienne, les peuples autochtones ne voient pas leur chef comme une pyramide, mais le chef se voit comme au centre du cercle. C'est-à-dire qu'il écoute chacun, et puis, après des heures et des heures de discussion, seulement il prend une décision en ayant pris l'avis de chacun. Évidemment, c'est ce qui se passe dans des petites communautés, mais nous avons aussi des communautés, et donc nous devons peut-être s'inspirer un petit peu des autochtones.
Merci Adélaïde Charlier et Jean-Charles Collaroy. Est-ce que les politiques savent parfaitement ce qu'il faut faire, mais ne savent pas du tout comment se faire réélire après? Bon, déjà, le discours du politique, après ces deux magnifiques témoignages, il n'est jamais évident. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il n'y a pas des politiques qui ont du cœur, et puis d'autres qui n'en auraient pas, ou des citoyens qui auraient du cœur. C'est pas l'approche politique de la transition environnementale, c'est pas binaire. C'est pas des gens qui ne font rien, qui sont cyniques, et puis des gens qui savent ce qu'il faudrait faire. Le politique, il est confronté à une multitude d'injonctions paradoxales. Le climat, c'est la priorité, mais nous, dans nos permanences parlementaires, il y a des gens qui viennent nous voir en nous disant l'emploi, c'est ma priorité. Le logement, c'est ma priorité. La sécurité de notre pays, c'est ma priorité. Donc nous, on est confrontés à une multitude de priorités. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire plus. Et ça veut dire qu'on doit à la fois gérer des problématiques de court terme et des problématiques moyen et long terme. Et plus on utilisera des leviers pour remettre la problématique environnementale sur des problématiques court terme, plus les politiques arriveront à bouger et à faire bouger l'opinion. Par exemple, la santé environnementale. Aujourd'hui, on voit bien que plus les Français prennent conscience de ces enjeux de santé environnementale sur la pollution de l'air, et plus on arrive à faire bouger les choses avec la société. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Deuxième chose, nous, le rôle des politiques, ce qu'on peut faire, c'est sur la simplification. Aujourd'hui, quand on veut développer des projets d'énergie nouvelle, en France, on met parfois 10, 12, 15 ans, là où des pays mettent plutôt 6 ou 8 ans. Je pense que le politique, il a un rôle de simplification à jouer. Et on a essayé de le faire, là, dans quelques lois, pour que ça aille plus vite, tout en respectant la nécessaire concertation. On a un rôle sur la décentralisation et la déconcentration. Ok, mettre plus la décision au niveau des territoires, là où ça se joue. Mais attention, le jacobinisme ou la centralisation qu'on dénonce parfois, c'est aussi la garantie de l'application des politiques publiques sur l'ensemble du territoire et d'une solidarité à l'échelle d'un territoire. La France, elle a une géographie qui est complexe, ruralité, elle a des dom-toms, des zones non interconnectées, et là, la solidarité nationale, elle doit jouer pour que les mêmes tarifs s'appliquent partout. Et puis, le politique, il doit être plus réactif. Il doit être à la fois à l'écoute des citoyens, donc de plus en plus dans des organismes d'écoute, de dialogue, d'explication, l'effort de pédagogie du politique et d'écoute. Mais il doit être fort, parce que quand il n'est pas puissant, le politique, c'est l'administration qui prend le pas. Aujourd'hui, il y a des freins, parce que dans nos administrations centrales, il y a des corps, il y a des freins qui essayent de ne pas appliquer les réformes ou de les freiner. Eh bien, plus le politique est à l'écoute et crédible et puissant, et plus l'administration s'efface. Aujourd'hui, quand on fait des lois, je vois la rapporteure de la loi anti-gaspillage, Véronique Rioton, qui est là, j'ai été rapporteur de la loi hydrocarbures, on doit écouter l'ensemble des acteurs. C'est pas céder au lobby que de recevoir les entreprises, les industriels, les fédérations, les collectivités publiques, les associations. C'est faire son travail de parlementaire que d'écouter l'ensemble de tous les acteurs. Faire la loi le plus rapidement possible. Aujourd'hui, le temps législatif, il est long. Vérifier qu'elle s'applique. Aujourd'hui, on a un travail à faire sur les décrets, que ça soit promulgué, les décrets, les arrêter rapidement. Au Parlement, au bout de 6 mois, on vérifie ce qui a été fait. Au bout de 3 ans maintenant. Et puis ensuite, c'est évaluer nos politiques publiques. Parce qu'en France, on est bon pour faire les lois et puis après on oublie. Beaucoup de lois ont été faites dans le quinquennat précédent, Madame Bateau a été ministre, elle l'a fait. Puis des fois, les applications, on ne vérifie pas. Voilà, moi, quelques éléments que je voulais partager avec vous, sur le politique, le rôle du politique. Anne Bringot, pour Réseau Action Climat. Tout le monde a répété toute la journée qu'on était tous concernés, mais comment on embarque le citoyen, comment on embarque les particuliers, comment on embarque les collectivités dans la démarche? Je pense qu'ils sont déjà très embarqués en fait. On a l'impression ici à Paris, et c'est vrai que quand je discute avec des représentants associatifs en région, ils n'ont pas cette vision-là. Ils me disent mais en fait, c'est parfois à Paris ici où on est plutôt en retard par rapport aux citoyens, aux collectivités, où ça avance souvent plus vite. Et les retards ne sont pas forcément là où les blocages, pas forcément là où on le croit. Voilà, la Convention citoyenne pour le climat qui regroupe 550 citoyens qui reprend ses travaux demain, je crois qu'elle va nous montrer aussi que les citoyens ils font des propositions qui parfois ont du mal à passer
sinon. Donc je crois que le blocage, il n'est pas forcément au niveau des citoyens et des collectivités, sans non plus faire voilà, dans l'angélisme. Évidemment que chacun a ses contradictions en tant qu'habitant, citoyen, contribuable, consommateur, etc. Donc il y a vraiment cette possibilité, je pense qu'il y a vraiment une attente forte, tous les sondages le montrent, une attente forte des citoyens pour plus d'actions par rapport notamment à l'urgence climatique, ce qui veut dire changer complètement la mobilité, sortir du pétrole, sortir de l'essence, ça veut dire isoler correctement les logements. On a eu beaucoup de débats sur le sujet, sur la loi sur l'énergie et le climat. Tout ça apportera un bien-être, une meilleure qualité de l'air, ça apportera des factures énergétiques moins élevées pour les ménages qui actuellement sont très nombreux à avoir du mal à chauffer l'hiver. Donc c'est plutôt des choses qu'on peut entraîner qui sont positives. Maintenant, c'est vrai qu'il y a la cohérence du politique à créer. On se fixe des objectifs, on le disait, sur les énergies renouvelables, c'est le cas sur le climat. Et puis quand on ne les tient pas, il ne se passe pas grand-chose. Le Haut Conseil pour le climat fait des propositions pour que le politique tienne davantage compte des budgets carbone quand il décide de lois, donc que les lois elles puissent être évaluées au regard de leur adéquation ou pas par rapport au budget carbone. Est-ce qu'on va dans le bon sens ou est-ce que la loi, au contraire, va faire exploser les émissions de gaz à effet de serre? Il faudrait le faire davantage sur des projets comme des extensions d'aéroports qui clairement sont incompatibles avec l'accord de Paris. Donc voilà, je pense que c'est sur ces pistes-là de cohérence des politiques publiques et de respect des budgets carbone qu'il faut qu'il y ait un travail complémentaire au niveau politique pour qu'à tout niveau, dans les ministères et au Parlement, dans toutes les commissions, je ne puisse plus entendre ce que j'ai entendu encore récemment d'un député qui me disait la neutralité carbone en 2050, moi j'y crois pas. Voilà, c'est peut-être pas une question d'y croire ou pas, on sait qu'on peut y arriver, il faut s'en donner les moyens. Merci Anne Bringot. Pour terminer cette table ronde, je vous propose un petit voyage de 1 minute chrono en Amazonie. Adélaïde Charrier nous a fait passer un petit film qu'on va projeter maintenant sur... C'était la convention climat, non, c'était pas une convention, c'était un sommet climat en Amazonie. Povos indígenas, comunidades tradicionais, quilombolas, agricultores familiares, estudantes, cientistas, pesquisadores da Amazônia e do mundo se preocuparem em discutir o que está acontecendo no nosso país. O mundo tem o dever de defender a Amazônia. Porque não é que tem floresta onde chove, chove onde tem floresta. E quando a gente pede o futuro da Amazônia, pelo futuro da Amazônia, a gente pede pelo futuro de todas as pessoas. Se existimos, estamos aqui